Europe 1, il est 18h32. Tout de suite, le quart d'heure des éditorialistes d'Europe Soir, Nicolas Poincaré. Et ils viennent de nous rejoindre avec son 3 autour de la table. Natacha Polony pour la politique, Nicolas Bétou de l'opinion pour l'actualité économique et François Clémenceau du Journal du Dimanche pour l'actualité internationale. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Nicolas. Natacha, Trump fait la une des médias du monde entier après son voyage au Mexique. Marine Le Pen, elle, va faire sa rentrée samedi à Brachet en Haute-Marne. Est-ce que l'on peut faire un parallèle entre ces deux blonds ? Pas tout à fait vrai blond. Oui, c'est la question d'abord de savoir si ce sont des vrais ou des faux blonds. Mais bon, ce qu'on sait, c'est que si Marine Le Pen choisit par exemple Brachet pour sa rentrée, c'est parce que ce village incarne, selon elle, la France des oubliés, c'est-à-dire ceux qui veulent exprimer leur colère contre le système. Un peu, donc, comme ces Américains qui votent Donald Trump. Pourtant, je pense que la comparaison ne devrait pas nous aveugler, ni nous empêcher surtout de comprendre comment répondre à cette colère. L'Humanité d'aujourd'hui publie un article passionnant du philosophe Slavoj Žižek sur la façon dont le racisme, la vulgarité et le sexisme de Trump poussent à ce qu'il appelle un consensus Clinton. Alors je vous l'explique rapidement. À la colère des oubliés, dit-il, Donald Trump répond par le populisme, Bernie Sanders par des réformes économiques et sociales. Mais cette gauche Sanders est aussi en général du côté du multiculturalisme, de la défense des minorités, et c'est ce qui la rapproche de la gauche Clinton. Et ça, c'est la ruse pour Žižek. L'effroi devant l'horrible Trump pousse la gauche Sanders à soutenir la gauche Clinton, qui s'appuie sur le programme sociétal pour mieux enterrer la remise en cause du capitalisme financier et des inégalités qu'il génère. Et Žižek même cite Trump lui-même. Sanders appelant à voter Clinton, c'est comme un militant d'Occupy Wall Street soutenant Lehman Brothers. Mais alors, est-ce qu'on retrouve ce genre de schéma en France ? Alors, il y a des parallèles. Je veux dire, Mélenchon qui appelle à voter Hollande et qui s'en mord les doigts après, ça ressemble franchement à ça. Mais ce qui complique la donne en France, c'est que nous ne sommes jamais entrés dans le bipartisme, dont certains d'ailleurs nous ont vanté pendant des années la modernité. Mais surtout, Marine Le Pen est en train de tout faire pour ne pas être le Donald Trump français. Elle laisse ça à son père. Et c'est la droite qui cet été a fait assaut de déclarations tonitruantes après les attentats. Le FN, lui, s'est payé le luxe de rappeler à Nicolas Sarkozy qu'il fallait rester dans le cadre de l'état de droit. Et sur le Burkini, pareil, sobriété, bon, même si on est resté sur les fondamentaux, à la dénonciation de l'islamisme. Mieux d'ailleurs, vous l'avez appris sur Europe 1, Marine Le Pen s'apprête à effacer de tout son matériel de campagne le nom du parti et même le nom des Le Pen. Tout pour ne pas jouer les épouvantails. Mais pour l'instant, on le sait, Natacha, dans les élections locales, le FN a toujours buté sur un plafond de verre. Oui, mais justement, la stratégie, on la comprend, c'est tenter la jonction entre ce que seraient les électeurs de Trump et ce que seraient ceux de Sanders. Se positionner à la fois sur l'insécurité culturelle et sur l'insécurité économique. Pendant que la droite répond loi sur le Burkini, mais libéralisation du marché du travail, et que la gauche se déchire à la fois sur l'économie et sur la laïcité. Ce qui fait un formidable cadeau, évidemment. Alors, heureusement, on n'efface quand même pas d'un coup de baguette magique des militants, l'histoire d'un parti, ça marche pas comme ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les fonds de tiroir du FN, c'est ce qui sauve une droite et une gauche incapables de comprendre le besoin de régulation et de protection. Voilà, et on comprend, on retient de ce que vous venez de nous dire que Marine Le Pen serait quelque part entre le candidat très à gauche Bernie Sanders et le populiste Donald Trump. Ceux qui suivent de près la campagne électorale, comme François Clémenceau ? Oui, à deux nuances près. La première, c'est que le populisme aux États-Unis n'est pas né avec Donald Trump, il est né dans les années 50 et 60 et a retrouvé une raison de rebondir avec le Tea Party à partir de 2009 sur des bases extrêmement conservatrices. Et deuxièmement, si on continue de penser que le Parti démocrate représente la gauche américaine, on a un peu faux. C'est beaucoup plus un parti qui est au centre, voire légèrement à droite, qu'un parti social-démocrate. Et c'est pour ça que Sanders, finalement, malgré son socle, ne représente qu'une frange seulement des démocrates américains. Mais c'est bien ça le piège, c'est qu'en effet les démocrates ne sont pas à gauche, mais que Sanders est quand même obligé de soutenir. Mais sur le populisme, Donald Trump, c'est une nouvelle forme de populisme. Si on regarde son programme, il est pas pour l'abolition de l'avortement, il défend l'avortement, il n'est pas du tout sur les positions du Tea Party, il est beaucoup plus il a tout dit et son contraire, différent. Natacha. Y compris sur l'avortement. Oui, mais il est justement insaisissable, alors qu'au moins le Tea Party, on sait exactement où ils sont. C'est juste. Nicolas Bétou ? Simplement pour dire que la stratégie de Marine Le Pen, nous la qualifions de stratégie du trou de souris pour essayer de justement trouver le passage au travers de ce plafond de verre et qu'on en fera notre manchette demain pour effectivement dire que c'est le week-end de la rentrée de Marine Le Pen. Quand vous dites on en fera la manchette, c'est l'opinion, votre journal. En attendant, Nicolas Bétou, ça a dû vous réjouir puisqu'une fois de plus ce matin,
Michel Sapin, notre nouveau ministre de l'économie, a dit qu'une baisse des impôts est nécessaire à la France. Absolument. Et il a même ajouté, en parlant des réformes fiscales de François Hollande, qu'on était, je cite, monté à un niveau qui n'est plus supportable pour les Français. Constat parfaitement lucide. Alors notez, ça fait déjà 3 ans que Pierre Moscovici avait avoué le ras-le-bol fiscal. C'était à l'été 2013 déjà. Et à plusieurs reprises, depuis cette date, François Hollande a promis des baisses d'impôts et il a même promis qu'il n'y aurait plus aucun impôt nouveau. C'était au printemps 2014. Une véritable mystification puisque depuis, il y a eu des dizaines de taxes et d'impôts nouveaux. Et des baisses d'impôts aussi. Oui. Ou plutôt oui et non. Oui, parce qu'il y a eu effectivement des baisses d'impôts. Elles ont été ciblées, calibrées pour toucher certaines catégories de contribuables, certains types d'entreprises, certains ménages. Et non, parce que ça n'est pas une baisse si on considère que ce ciblage a écarté beaucoup de gens qui n'ont pas profité des baisses d'impôts et qui, avec des taxes nouvelles, je pense en particulier à cette kyrielle de taxes environnementales, avec les augmentations de charges sociales, font que beaucoup de Français payent toujours plus d'impôts aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Alors pour y voir clair, oui ou non, est-ce qu'il y a eu des baisses d'impôts ? Le mieux c'est d'avoir recours à un œil extérieur. La Commission européenne publie régulièrement un classement des pressions fiscales dans les pays européens. Je paraît qu'on est bien classé, non ? On n'est pas seulement bien classé, on a toujours été bien classé, c'est une tradition française, il faut respecter ça. On est désormais, en 2016, championne d'Europe. Médaille d'or. Médaille d'or des impôts. Ouais. Médaille d'or des impôts, c'est super sympa. L'or de la médaille sert à payer les impôts. C'est la première fois qu'on dépasse le Danemark et la Belgique. 45,7% de la richesse produite est prélevée en impôts. C'est très au-dessus de la moyenne européenne qui fait environ 38%. Et donc l'objectif, ça pourrait être d'essayer de repasser derrière le Danemark, par exemple. Voilà, alors si effectivement il y a une baisse d'impôts cette année, comme promis, comme évoqué en tout cas par Michel Sapin. Sauf que le gouvernement ne parvient toujours pas à se décider pour savoir quel type de baisse il va promulguer. Impôt sur le revenu, baisse de la CSG pour les bas revenus, ou au contraire une hausse des primes, type prime d'activité. Tout ça, cette hésitation, elle est due au fait que le système est extrêmement complexe, il est même devenu hallucinant, comme une sorte de mikado fiscal, on touche quelque chose et tout bouge dans le système. Ensuite, parce qu'il n'y a aucune marge de manœuvre, d'autant moins que le gouvernement a à nouveau lâché la dépense publique, donc si on veut lutter contre le déficit, c'est compliqué. Et enfin, parce que François Hollande, en promettant cette dernière baisse d'impôts, l'avait conditionné à une bonne croissance économique en 2017. Il disait, si on fait 1,7%, il y aura une baisse d'impôts. Or, le gouvernement reconnaît maintenant que la France ne fera pas 1,7% de croissance l'année prochaine. En toute logique, et dans le respect de la parole du président de la République, il n'y aura pas de baisse. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus cocasse dans ce bilan catastrophique sur le plan fiscal de François Hollande. Chaque fois qu'il a promis qu'il y aurait des baisses d'impôts, il y a eu des hausses d'impôts. Et pour une fois qu'il annonçait qu'il n'y aurait pas de baisse d'impôts, il y en aura quand même. Nicolas Bétou, et ce qui va suivre va vous intéresser aussi, puisqu'on va maintenant parler d'un pays qui devrait être très très riche, mais qui malheureusement est de plus en plus pauvre. C'est le Venezuela, qui a beaucoup de pétrole, mais pas beaucoup d'idées, et où va se passer, François Clémenceau, une grande manifestation pour essayer d'obtenir le départ du président Nicolas Maduro. C'est prévu ce week-end et ça pourrait dégénérer. Oui, c'est prévu même ce soir, avec 1 million de personnes attendues dans les rues de Caracas pour réclamer le référendum pour la destitution de Nicolas Maduro. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en serait pas arrivé à ce niveau de dangerosité de la situation si, et n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon qu'on citait tout à l'heure, si le président Maduro avait su depuis 3 ans faire preuve de suffisamment de pragmatisme pour comprendre que le modèle économique du Venezuela n'avait aucun avenir. Car ce qui vaut pour la quasi-totalité des pays exportateurs de pétrole et qui en dépendent à plus de 50%, vaut évidemment pour le Venezuela qui tire 90% de ses recettes du pétrole. Et quand le travail de diversification de l'économie n'est pas fait lorsque les prix sont en chute libre, eh bien à ce moment-là, on rentre dans le dur. Le résultat de cette crise économique, c'est une crise politique. Le président Maduro a resserré la vis sur l'opposition. Le résultat, les opposants ont gagné les élections parlementaires. Ils sont aujourd'hui dans la rue. La crise économique et sociale jette dans leurs bras des millions de Vénézuéliens qui sont atteints par la pauvreté, la criminalité. 3 chiffres seulement, Nicolas. Le PIB a chuté de 8%, l'inflation est à 700% et le taux de pénurie de 80%. Voilà, on a un pays producteur de pétrole qui est en faillite et cette faillite, on ne le sait pas assez, cette faillite menace un certain nombre de pays de la région, notamment Cuba.
Directement même. Pourquoi ? Parce que les deux pays ont vécu des décennies dans un système de troc. Je te donne mon pétrole, tu me donnes tes médecins et une partie de tes professeurs. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, avec la chute des prix, eh bien, les livraisons de pétrole à Cuba ont diminué de moitié. Les médecins cubains au Venezuela ne sont plus payés du tout. Et ce qui peut paraître assez insignifiant, c'est que ça veut dire que si l'opposition arrive à convaincre qu'elle peut organiser ce référendum de destitution, et s'il y a de nouvelles élections et que le président Maduro est évidemment battu, ça veut dire que le lien avec Cuba, c'est terminé. Et là, on pourra dire... est-ce qu'il y a derrière tout cela une main, un complot, les États-Unis pour faire court ? Eh bien là, c'est là où on voit qu'effectivement, les États-Unis ont un rôle à jouer. Et l'élection éventuelle d'Hillary Clinton changerait quelque chose ? Eh bien malheureusement non, enfin ou pour certains peut-être oui, mais il se trouve qu'elle a participé, vous le savez, à cette réconciliation historique entre les États-Unis et Cuba, sauf que le grand argument pour pouvoir changer d'époque, c'est la levée de l'embargo. Or, pour l'instant, le Congrès et conservateurs risquent de le rester après le 8 novembre, et donc très peu de chances que l'embargo soit levé. Et autrement dit, ça voudra dire que Maduro, face à un Cuba qui est en train de payer le prix de tout ça, Maduro sera condamné à réprimer massivement l'opposition ou alors à se suicider politiquement. Et je pense que la première solution est malheureusement la pire. Merci beaucoup.